Le prochain invité est un grand militant souverainiste. Il fut un des membres fondateurs du Bloc québécois en 1991. Élu député à la Chambre des communes depuis 1984, il est l'actuel chef parlementaire du Bloc québécois à Ottawa. Mesdames et messieurs, accueillons M. Louis Lamondon. C'est le fun par la Gilles. Il y avait mon professeur de communication qui me disait toujours, si jamais tu as à faire un discours, tu es le dernier à parler, deux choix s'offrent à toi. Être le plus bref ou le plus plat. Je sais pas ce que je vais choisir. Mais vous savez, quand M. Roy m'a téléphoné pour me dire, voudrais-tu être orateur invité? J'ai dit, t'en as toujours 10, pourquoi tu me dis orateur invité? T'en invites toujours. Ah, mais il dit, ça fait rien. C'est une journée où on consomme des discours, cette journée-là, et on a besoin que tu viennes. Alors, j'ai dit, c'est dans mon comté, j'y viens toujours, et ça me fera le plaisir de m'adresser à vous, bien sûr. Mais, il me dit, en même temps qu'il me dit ça, il me dit, fais-nous un petit discours différent des autres. Alors, je vais être différent de Gilles un peu, là. Mais, ce qui me frappe, c'est qu'en même temps, après avoir accroché le téléphone, j'ouvre le journal et je vois dans le journal un sondage qui dit « Qu'est-ce qu'attendent les Québécois comme nous, comme premier ministre, puisqu'ils sont insatisfaits d'à peu près tous les chefs, qu'est-ce qu'ils attendent? Quelle sorte de premier ministre qu'ils voudraient? » Et la réponse, c'est les Québécois, c'est un sondage léger. Ils disent la première qualité, être comptable. C'est assez haut dans le sondage. Deuxième, être visionnaire. Troisième, être bon père de famille. Et si on additionnait bon père de famille, comptable, ça ressemble un peu à ça. Ça donnait 51%. Alors, pendant quelques instants, je me transformerai en analysant le gouvernement fédéral un peu, en comptable et bon père de famille. Alors, mes chers enfants. Mais juste avant que je commence, la journée même où j'ai eu le téléphone, j'ai rencontré quelqu'un que j'avais connu au référendum de 1980, qui m'avait dit « Où c'est qu'on va être rendu dans 30 ans avec ton oui au référendum? » J'avais dit « Je ne sais pas nécessairement, je ne sais pas. Mais je sais une chose, qu'on est toujours mieux servi par soi-même que par les autres. » Ah, il dit « Moi, je crois à la place du Québec dans la Confédération et au renouvellement du fédéralisme. » Et je le rencontre 30 ans plus tard, puisqu'il avait déménagé. Et là, ma question a été très simple. Je ne sais pas toujours où j'aurais été rendu, c'est-à-dire mon intervention, je ne sais pas toujours où j'aurais été rendu après 30 ans du référendum. Mais je sais une chose, c'est que toi, avec ton fédéralisme renouvelé, tu t'es fait avoir 100 000 à l'heure. Hein? Ben, c'est un peu ça, cette peur dont nous parlait notre président d'honneur, ce mouton-là, hein, qui grondait, qui était toujours dans lui, hein, d'espérer des autres. 72% des Québécois croient encore au renouvellement du fédéralisme et 83% des Canadiens disent qu'ils ne veulent pas renouveler d'aucune manière le fédéralisme. C'est deux isolements. Hein? Alors, mais le plus bel exemple, comme comptable, pour regarder le fédéralisme, c'est d'analyser quelques ministères. Et le ministère le plus frappant, c'est le ministère des Ressources naturelles. Et vous savez que pour ce qui est du pétrole, du nucléaire et du charbon et du gaz, le fédéral a investi environ depuis 30 ans un peu plus de 80 milliards. Rappelez-vous toujours que quand on parle de l'argent du fédéral, on parle nécessairement du quart que le Québec paye. Donc du 80 milliards, on en a fourni 20 milliards. Et ça, c'est depuis 30 ans. Imaginez, ça, je ne compte pas là-dessus les crédits d'impôt pour les grandes pétrolières. Là. Vous savez, c'est 1,2 milliard, c'est 2,2 milliards jusqu'en l'an 2015 qu'on leur accorde. Ça coûte un 417 millions au Québec, là, qu'on fournit pour ça. Eh bien, ce qu'on ne sait pas, c'est que cet argent-là, vous savez que l'Ontario se chauffe et s'éclaire au nucléaire pour la moitié de son territoire. Alors, et grâce à quoi? À un projet pilote dans les années 1970-72 du gouvernement fédéral, lorsqu'on a lancé les fameux CODO, hein, les centrales nucléaires, on a installé une en Ontario comme projet pilote qui a coûté 16,4 milliards, presque 17 milliards.
le Québec a payé le quart de ça. Si on est un bon comptable. Hein? Alors, on a payé le quart. Et ce projet pilote-là, et depuis, on a alimenté Énergie atomique du Canada pour superviser cette centrale-là et développer le condo là, hein, annuellement. Mais dans le dernier budget, ce qui est frappant, le dernier budget fédéral des libéraux, M. Coudet était ministre, il y avait, au 1er mars, il y avait 10 milliards prévus de surplus. Si tu ne le dépenses pas le 31 mars, ça s'en va sur le déficit. Si tu le dépenses avant, tu peux, il n'y a pas de problème. Donc, il avait décidé de le dépenser plutôt que de le mettre sur le déficit. Et sa solution, il a effacé la dette. Ça, c'est toutes des statistiques retirées de la bibliothèque à Ottawa. Il a effacé la dette de l'Énergie atomique du Canada de 2,4 milliards. Un chèque. Ben, il y a encore là-dessus. Il a versé à Terre-Neuve. Vous savez, Terre-Neuve, parce qu'on avait le projet Hibernia, projet de pétrole, dans lequel le gouvernement fédéral a contribué, le projet de 2 milliards, le gouvernement fédéral a contourné endossement d'un prêt pour 1,2 milliard et contribution de 500 millions à titre actionnaire, ça peut se faire. Et là, ce montant-là, ça rapporte ça à la province de Terre-Neuve. Il a demandé, Terre-Neuve, qu'on soustrait ce montant-là pour sa péréquation. On s'est entendu qu'on y verserait 2 milliards sur 10 ans. Mais Goudet a décidé, aussi bien se débarrasser de ça, il a donné 2 milliards l'année même. 2 milliards à 400 000 personnes. 400 000 personnes qui vivent à Terre-Neuve, c'est grand comme la ville de Québec. Donnez ça au maire de Québec, 2 milliards. Il va avoir des tramways avec les toilettes à l'eau chaude, monsieur, ça va être quelque chose. Alors, mais c'est quand même incroyable, hein? Et là, on a versé 2 milliards, et là, la Nouvelle-Écosse avait aussi du offshore, qu'on appelle, on y a versé 1,6 milliard. Le ministre Séguin, libéral fédéraliste du temps à Québec, avait dit c'est comme si on donnait 16,5 milliards à la province de Québec d'une shot. C'est la comparaison. Ça, toujours des ressources naturelles. Et quand je parle de péréquation, je voulais juste faire un petit aparté. J'avais une belle petite feuille que j'ai faite sortir par l'Institut de statistique du Québec, toujours comme comptable. Et je me suis demandé comment est-ce que le Québec, dans son budget, combien d'argent vient du fédéral? Alors, le Québec, c'est 25 de ses recettes globales qui viennent du fédéral. Je me suis informé pour chaque province. L'Ontario, 22 Mais 22 du budget de l'Ontario, c'est plus d'argent que 25 du budget du Québec, qui sont 10 millions. Donc, l'Ontario reçoit plus du fédéral que le Québec. Quand on passe des quêteux, tu sais, là. Ensuite, la Terre-Neuve, c'est 23 Nouveau-Brunswick, 37 Nouvelle-Écosse, 36 Île du Prince-Édouard, 43 Manitoba, 36 l'Alberta, qui est si riche, 15 de ses revenus. Le Saskatchewan, pareil. Colombie-Britannique, 20 le Yukon, 66 Territoire du Nord-Ouest, 79 et le Nunavut, 93 qui viennent du fédéral. Quand ils nous donnent le petit 8 milliards là, de péréquation, il y en a 2 milliards que c'est nous autres qu'on paye, là, et le reste, là, si on ne le donnait pas là-bas, ailleurs, là, on n'aurait pas besoin de pantoute. Et c'est toujours la même politique là, d'ignorance par rapport à tout le développement économique au Canada pour toutes les retombées économiques. Alors, je continue sur les richesses naturelles rapidement, et on arrive au dernier budget conservateur, l'avant-dernier budget conservateur. On décide que Énergie atomique du Canada recevrait 350 millions pour développer une nouvelle génération de condos, encore dans le nucléaire. Et là, on commence le développement, et là, l'Alberta, pas l'Alberta, mais l'Ontario, son usine pilote a maintenant 40 ans. Il faut qu'elle renouvelle. Et elle dit qu'elle s'engagerait à acheter la deuxième génération de condos, mais à condition que le fédéral, c'est marqué dans le communiqué, finance la recherche et l'adaptation de ce nouveau condo à leur condo, qu'il assume les coûts de dépassement, qui sont inévitables, bien sûr, et de l'entreposage. Et parlant d'entreposage, le plan d'entreposage pour les déchets nucléaires, produit surtout en Ontario, bien sûr, on a une petite centrale ici à Gentilly, mais qui appartient à Hydro-Québec. Et l'entreposage, c'est un plan, il est terminé, je l'ai vu, c'est ça, des belles documents bien planifiés, il reste à trouver l'endroit. C'est 40 milliards sur 20 ans que le gouvernement fédéral va investir pour ça. On paye le quart, 10 milliards.
Ça, c'est bien payant, le fédéralisme. Ça, c'est pas les Terre-Neuve, nécessairement, l'Hydro-Québec, l'hydroélectricité, on n'a rien reçu, nous autres, vous le savez, les Terre-Neuve s'apprête à recevoir un endossement de 6,2 milliards du fédéral pour faire le fameux tunnel pour exporter son électricité aux États-Unis pour venir concurrencer le Québec. Et ça veut dire une économie sur l'intérêt pour Terre-Neuve de 425 millions de dollars. Alors, subvention au développement hydroélectrique de Terre-Neuve, ce que le Québec a jamais eu. Parlons des sables bitumineux rapidement, des ressources naturelles. Vous savez que les compagnies pétrolières reçoivent 2,5, j'ai dit 2,2 tantôt, c'est 2,5 milliards jusqu'en 2015. C'est un règlement qui a été voté par le crédit qui a été donné par les libéraux, continué par les conservateurs. Donc, c'est le Québec contribue pour le quart encore à ce 2,5 milliards-là chaque année, encore ce qui rentre au fédéral. Et ils ont la permission d'amortir le ralentissement sur 3 ans. Exemple, la compagnie pétrolière, l'année passée, a dépensé 900 millions. La première année, 300 millions qui peuvent soustraire pour l'impôt. Deuxième année, 300 millions. Troisième année, 300 millions. Normalement, l'amortissement, ça se fait pour n'importe quelle compagnie sur 10 ans. Eux, ils ont le privilège de le faire sur 3 ans. Les sables bitumineux, en gros, là, vous savez, le stade olympique, là, remplissez-le de sable bitumineux dans une journée, chauffez ça avec de l'eau très chaude, il vous sort un jus là-dedans qui se ramasse dans une espèce de faux lac, là, qui est grand comme le lac Infremagog à l'heure actuelle. Là. On n'a aucune idée comment on va dépolluer ça, qu'on va utiliser ce jus-là, et avec le restant, on fait le pétrole. Et là, non seulement ils ne sont pas satisfaits de ça, ils viennent de signer un contrat pour doubler leur production. Donc, ils veulent un deuxième stade olympique qu'ils vont remplir à tous les jours, mais là, ils trouvent que ça ne chauffe pas assez vite, et Énergie atomique, Alberta Energy, vient de demander la permission à Ottawa une autorisation pour 2 mini-centrales nucléaires pour chauffer ça, une sur chaque stade. Ça vous donne une idée, là, du coût des dépenses qu'on va financer, puis c'est ça, c'est comment on va ramasser ça. Et tant qu'au rejet, le premier ministre, là c'est une dame qui est premier ministre, un ancien premier ministre, a dit, écoutez, là, c'est nous autres qui vous enrichissent, il va falloir que vous partagiez la facture pour ce qui est de la dépollution. Alors, j'ai fait faire une petite étude par canadienne, c'est-à-dire j'ai lu une étude canadienne à la bibliothèque Energy Research Institute. Il dit que pour chaque dollar mis d'un sable bitumineux, il retombe 2,54 au niveau de l'économie canadienne et mondiale, parce qu'on sait que toutes les compagnies pétrolières appartiennent aux États-Unis ou à des grands consortiums internationaux. Et que si on divise par province, ça donne 3 cents du baril au Québec. C'est ça la statistique. Imaginez-vous. Alors ça vous donne une idée de ce que ça peut nous rapporter hein, d'être dans ce beau et grand fédéralisme, si on agit comme comptable. Et je pourrais continuer, par exemple, avec les affaires indiennes. C'est 8 milliards les affaires indiennes par année. Nous avons 9% des Autochtones du Canada. Et nous avons les Autochtones les plus instruits, les moins malades et les moins en prison. C'est la seule province où il n'y a pas plus d'Amérindiens que de Blancs ou de Jaunes ou de Pléplas que vous voulez. En prison, c'est 3%, c'est au Québec. Et donc, on a donc une meilleure réussite avec nos Autochtones. Il faut faire encore plus. On a beaucoup de choses encore à améliorer et à aider. Mais ça nous coûte le quart de 8 milliards. C'est 2 milliards qu'on paye par année, mais on est 9% de la population autochtone. Vous vous rappelez l'histoire des pensionnats autochtones? J'ai fait sortir des statistiques à la bibliothèque. Vous savez qu'en 1920-1955 à peu près, on prenait tous les Autochtones de 6 ans à 18 ans, on les renfermait dans des pensionnats, on lui coupait les cheveux, on lui donnait un petit costume de religieuse ou de curé, on les habillait tous pareils, on les empêchait d'avoir un contact avec leur famille pendant tout le temps du pensionnat pour les intégrer à notre civilisation et surtout à les convertir. Or, on s'est excusé d'avoir fait ça. Dernièrement, et on a décidé de verser 4 milliards en compensation. Alors, j'ai demandé les statistiques. Il y a eu 133 pensionnats au Canada en tout. Au Québec, il y en a eu 6. Mais on va payer le quart du 4 milliards. Ça aussi, comme comptable, c'est intéressant. Rapidement, pêche et océan, c'est 2 milliards par année.
le budget. On a 5% des pêches en eau salée. Parce que vous savez, les poissons en eau salée sont fédérales, les poissons en eau douce sont provinciales. Puis quand ils sortent de l'eau, ils deviennent tous provinciaux au niveau de la transformation. Alors là, ça veut dire, par exemple, là, qu'on a 5%, on paye 5%, on paye le quart de 2 milliards, on paye 500 millions pour notre 5%. Dans les transports, on a 10% des ports, des quais fédéraux. Dans les parcs nationaux, il y en a 42 au Canada, on en a 4 au Québec. Saint-Ours en est un. Non, Saint-Ours c'est un petit, là, mais il n'est pas considéré comme un parc officiel. Mais c'est le plus beau, par exemple. Dans les parcs nationaux. Au niveau des ressources humaines, rappelez-vous une statistique assez le fun. On a réclamé pendant la crise économique, on a dit ça n'a pas de bon sens, juste avant ça. Vous savez qu'un bout de temps, c'était déficitaire. Et quand il y a eu l'échec du lac Meech, l'argument de Bourassa, c'était de dire, M. Bourassa disait, écoutez, là, on a le tiers des chômeurs, puis l'assurance-emploi, ça s'appelait l'assurance chômage dans le temps, c'est 3 milliards de déficit, pour ça, je vais le prendre, le milliard. Mais à partir de 1993, c'est devenu un surplus. Et vous vous rappelez, depuis 1993 jusqu'à l'année dernière, c'est plus de 50 milliards de surplus. Et dans son génie, M. Martin, le comptable, avait dit, quand il a vu l'argent qu'il y avait là, il a dit, les revenus de l'assurance-emploi, ça devient une recette de l'État, les dépenses de l'assurance-emploi, ça devient une dépense de l'État. Donc il faisait un surplus, lui, là, il a accumulé 50 milliards comme ça. Et alors, on nous dit, quand je vous parle de ça, c'est que après, quand il y a eu la crise économique, nous, du Bloc, on réclamait que les 2 semaines d'attente, il n'y en ait pas, là, les 2 semaines d'attente, de 40, ce qu'on appelle. Mais lui, on dit non, les conservateurs ont dit non, nous, on va ajouter 25 semaines de chômage de plus. Tu tombes sur le chômage, tu as le droit à 40 semaines, tu vas en avoir 65. Ça paraît ça beau. Mais, mais il y avait une petite clause là-dedans qui disait que si tu as eu le chômage des 5 dernières années pendant 30 semaines, ça, par exemple, tu n'auras pas le droit à 25 semaines. Et comme nous, la crise affectait le secteur forestier, tous les gens quasiment du monde forestier font quelques semaines de chômage à tous les ans. Donc, ça les excluait. C'est 600 000 travailleurs. Mais le Globe and Mail, on ne peut pas dire c'est l'objectivité totale, ça. Le Globe and Mail a fait une étude. Et le Globe and Mail a publié un texte qui disait que ce 25 semaines-là, 90% de ceux qui le recevraient seraient des gens qui ont travaillé dans l'automobile ou qui ont travaillé dans les sables bitumineux, parce qu'il y avait le ralentissement des sables bitumineux, puis dans l'automobile, il n'y avait jamais eu de chômage. Donc, c'est eux autres qui ont ramassé le 25 semaines. Puis le Québec, on a rien. Ça, c'est encore comme comptable une notion assez intéressante. Aux affaires étrangères, je vous raconte 2 anecdotes, rapidement. Je suis invité à Taïwan. Vous savez, Taïwan veut survivre parce que c'est un petit pays, gros comme ça, à côté de la grosse Chine. Alors, pour survivre, il invite souvent des délégations des différents pays pour montrer qu'est-ce qu'ils font, à quel point ils sont intéressants, à quel point ils sont efficaces. Alors, je suis dans une délégation de 8 et on s'en va là. Tout payé par Taïwan. Rassurez-vous, c'était pas pour taxe. Alors, on s'en va là, mais rendu là-bas, nécessairement, il n'y a pas d'ambassadeur, mais il y a un commissaire. Le commissaire décide de nous recevoir à sa maison avec ses conseillers. Ils sont une douzaine alentour de la table. Je m'assois, là, nécessairement, il dit ça va se passer en langue anglaise puisque la majorité est anglaise. J'ai dit, vous voulez dire en langue canadienne? Il n'a pas trouvé ça drôle. Alors, c'est en langue anglaise, ça s'est passé. D'ailleurs, là-bas, il y a 2 langues officielles à Ottawa, hein, vous savez, c'est l'anglais et la traduction. Alors là, il y avait donc le premier qui parle, il nous parle du développement économique, comment ça se passe, les affaires économiques. Là, il y a aussi madame qui s'occupe de l'éducation. Je fais le saut. L'éducation, c'est une juridiction provinciale, c'est que ça fait dans ici. Je lui demande quel est votre rôle. Ah, dis-moi, je fais le recrutement des étudiants qui viennent étudier au Canada. Vous savez, un étudiant, ça peut rapporter environ 20 000 par année au Canada. Donc, plus on en a, plus c'est bon pour les universités et tout. Ça se défend. Bon, j'ai dit combien vous en avez recruté l'année passée. Elle dit 2 000. Hey, félicitations. Combien sont venus au Québec? Elle me regarde, elle dit aucun. Ah oui? Elle dit aucun. Elle dit, oui, parce qu'elle dit, elle apprendre surtout l'anglais, hein, l'anglais d'abord. Mais j'ai dit, c'est la première fois que je vais vous vanter une université, il y en a une qui s'appelle McGill chez nous, il y en a 3 universités anglaises. Savez-vous que l'Université Laval aussi donne des cours de chinois, d'allemand l'été, des cours intensifs, et de français, d'anglais, de ce que vous voulez. Elle dit, là-bas,
Laval, ça va c'était quoi, Laval? Alors, donc, il n'y avait pas d'étudiants, 2000 étudiants. Donc, on a un personnel là, qui travaille pour le Canada. Il ne travaille pas pour le Québec. Regardez. Alors, si on regarde, 2000. J'arrive à mon hôtel, dans ce même pays. La jeune fille qui est au comptoir ce soir-là, bonjour, M. Plamondon, vous allez bien, vous avez passé une bonne journée? Je dis, hey, sûr, vous parlez français, vous? Hein? Elle dit, ben, j'ai étudié le français. À quel endroit? Elle dit, en France. Elle dit, une délégation de 50 l'année passée qui sont allés. Ah oui? J'ai dit, pas eu l'idée de venir au Québec, au Canada, au Québec. Elle dit, ben, on a écrit à toutes les ambassades, mais on n'a pas eu de nouvelles. Elle dit, de chez vous, elle dit, je ne savais pas qu'il y avait des universités qui pouvaient enseigner le français chez vous. Mais c'est ça la représentation qu'on a là-bas. C'est niaiseux ce que je vous dis, mais c'est ça, l'image, c'est ce qui se passe. Et après ça, imaginez-vous qu'il y avait justement un anglophone de Montréal, libéral, qui nous accompagnait aussi, qui était député. Alors, quand j'ai eu sorti avec la petite madame, je l'ai regardé dans les yeux, j'ai dit, tu vois, là, la souveraineté, c'est aussi pour toi que c'est bon, là, tu sais, là. T'arrêtais du monde dans les universités, c'est s'occuper du Québec, et s'occupe juste du reste. Et quand je suis allé ensuite à une délégation, imaginez-vous en Argentine, dans ce temps-là, le gouvernement était minoritaire, puis M. Chrétien disait, il n'y a pas un maudit ministre qui va sortir de site, qui n'avait pas ses proches de table d'un vote. Il dit, ça en est deux d'opposition. Donc, nous autres, on était chanceux, ils imploraient d'en envoyer avec eux autres des fois on les niaisait, on les punissait, non pas en boycottant, en faisant un filibuster, on disait, on n'ira pas envoyer avec vous autres. Alors, les ministres ont obligés de rester là. On a fait rester le couple là-bas, là, tu sais. Ils ont manqué le voyage parce qu'on ne voulait pas les accompagner. Alors là, en Argentine, je pars avec le ministre le mercredi pour revenir le samedi. 3 jours. Alors là, on arrive là-bas. Moi, je trouve ça intéressant, là, tout ce qu'il nous raconte. J'apprends qu'il y a comment est-ce qu'on appelle ça? Un centre culturel. Vous savez, il y en a un en France, un centre culturel canadien. Il y en a un là-bas. Ben, j'ai dit, monsieur l'ambassadeur, je pourrais-tu l'aider? J'allais visiter. Ben, il dit, le ministre rencontre des gens d'affaires. Bon, ben, pendant qu'il rencontre ça, moi, je vais aller visiter le centre. Il m'envoie le chauffeur, il m'envoie là. Fait que là, la petite madame qui m'accueille, nécessairement, dit, voici le programme de la visite. C'était tout en anglais. Ben, j'ai dit, vous n'avez pas une petite copie française? C'est quelque chose. Regarde. Je dis, combien vous êtes d'employés ici? Elle dit 11. Je dis, tu as un qui parle français? Non. Ah. Je reste là, fais le tour. J'arrive dans la section université en anglais et high school. Je m'approche de ça, fouille. Il n'y a pas une université du Québec, puis il n'y a pas un cégep du Québec. Je lui demande pourquoi, j'ai dit, université Laval, hein? Puis encore là, il me dit Laval, ça va. Tu sais, c'est dans le centre culturel canadien, là, tu sais. Il n'y en a pas. Quand je retourne, je parle de ça à l'ambassadeur, dont la femme m'avait confié la veille qu'elle avait voté oui en 1980, et que maintenant elle avait compris. Alors là, il dit, on va corriger ça. Mais, puis là, j'apprends qu'il y a une maison du Québec en Argentine. Vous savez, le Québec a des maisons partout, il appelle pas ça des ambassades, c'est une maison du Québec. M'en va là, merci. Je rencontre, j'ai dit, peux-tu rencontrer là? Envoie le chauffeur, il m'envoie là, il dit, il y a juste 2 employés. Je m'en vais là, mais je vois qu'ils sont 3. Curiosité, je parle au responsable. Il dit, je vois que vous êtes 3, l'ambassadeur, mais vous êtes 2. Ah, ils ont la visite un des directeurs du cégep de Saint-Jean. Ah oui. Fait que là, il me dit, salut, mais ce que vous faites ici? J'ai dit, curiosité. Ah, il dit, moi, je viens recruter des étudiants. Il dit, pour le cégep. Il dit, je suis ici pour 15 jours, je repars dans 2 jours. J'ai dit, en avez-vous recruté? Il dit, oui, on a recruté 7. Voyez-vous, le Québec, dans sa petite maison, a recruté 7 étudiants. Ça, il n'y avait même pas le nom d'une université ou d'un cégep dans le centre culturel canadien. Ça, c'est de l'argent, il faut savoir compter. Là. Hein? Bon, je ne parle plus des affaires intérieures. Je voulais vous parler de la défense nationale. J'en ai trop une belle chose que vous avez écrit. L'agriculture, c'est pareil. Mais je termine, parce que ça fait longtemps qu'on s'entend, mais je termine en vous disant que, peut-être non pas en ayant un discours de comptable ou de chiffres, mais en vous disant un discours qu'un philosophe a dit un jour, hein, c'est que les horizons et les attentes d'une minorité, ça s'arrête là où la majorité décide. Donc, soyons soit minoritaires, soit majoritaires. C'est-à-dire 100% de nous-mêmes ou 25% d'un autre. C'est toute là la différence. Bonne journée.